Écoutez, mesdames et messieurs, chers confrères, bonjour. Je suis Arnaud de Saint-Rémy, vice-président de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil national des barreaux, et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans la continuité du plan prison adopté par l'actuelle mandature du Conseil national en décembre 2021 et dans le cadre du cycle de colloques de formation en droit pénitentiaire initié à l'automne 2022. Nous avions consacré, vous en avez le souvenir peut-être, un premier webinaire en 2 volets sur les conditions indignes de détention, en octobre et en novembre. Et puis, vous en avez là aussi très certainement le souvenir, organisé un colloque le 1er décembre 2022 sur la surpopulation carcérale, à l'occasion duquel nous avions eu le plaisir de recevoir des invités prestigieux comme Olivier Christen, directeur des affaires civiles et des grâces, ainsi que Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, et puis bien sûr Laurent Ridel, directeur de l'administration pénitentiaire, avec lequel, je le rappelle également, le Conseil national a eu le plaisir de signer une convention de partenariat dont l'objectif notamment est double, rapprocher les 2 professions, celle de l'administration pénitentiaire et celle des avocats, et organiser des formations croisées à l'attention du personnel pénitentiaire et des confrères. J'attire d'ailleurs l'attention de chacun d'entre vous sur le fait que ces conventions peuvent être déclinées sur le plan local, dans le cadre de conventions signées entre les barreaux et les directions interrégionales des services pénitentiaires, les DISP. Et je vous invite donc à vous rapprocher de vos bâtonniers respectifs pour connaître la manière dont ce partenariat est décliné en région. Aujourd'hui, nous consacrons ce webinaire au nouveau code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022. Nous soufflons donc sa première bougie d'anniversaire. Le gâteau est-il savoureux? Nous allons le voir dans un instant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités également prestigieuses. Tout d'abord, Marion Wagner, co-rédactrice du Code pénitentiaire. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une co-rédactrice d'un code. Donc, merci, chère Marion Wagner, d'être parmi nous. Vous êtes chargée d'études au Bureau de la donnée, de la recherche et de l'évaluation à la direction de l'administration pénitentiaire. Vous êtes également membre associé du Centre de recherche en droit Antoine Fabre de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Bienvenue à vous, madame. Et puis, une consoeur bien connue de nous tous, Juliette Chapelle, avocate au barreau de Paris, pénaliste, présidente de l'A3D, qui est une association des avocats pour la défense des droits des détenus, dont on connaît l'action auprès des personnes placées sous écrou en vue de la reconnaissance et du respect effectif de leurs droits. Mille merci également à vous, chers consoeurs, de participer à ce webinaire. Ensemble, vous nous parlerez de la création de ce code qui répondait à plusieurs objectifs selon l'article 24 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021, à savoir notamment répondre à l'éparpillement des dispositions formant ce qu'on appelle le droit pénitentiaire, rendre plus aisé l'application du droit pénitentiaire pour les professionnels, magistrats, avocats, personnel pénitentiaire et SPIP, et puis affirmer d'une manière plus claire, plus accessible les droits des personnes détenues en milieu carcéral ou en milieu ouvert. Voilà, notre webinaire d'environ 2 heures se déroulera en 2 parties. Une première consacrée à la construction de ce code lui-même, et vous nous parlerez, Marion Wagner, des 4 phases chronologiques qui ont amené à la construction de ce code, notamment ses sources qui sont extrêmement variées, puisqu'il n'y a pas que le code de procédure pénale, il y a la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les dispositions du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code civil, du code électoral, du code du travail, du code, j'en passe, et meilleurs. Tout cela a été regroupé dans une somme de travail que vous avez réalisé, vous avez contribué activement, merci beaucoup. Juliette Chapelle, vous nous apporterez un regard critique sur la codification, puisqu'il y a été présenté comme rédigé à droit constant. Alors, est-ce que c'est tout à fait exact? Est-ce que c'est vraiment à droit constant? N'y a-t-il pas souvent, lorsque l'on fait une œuvre de codification, quelques dispositions novatrices qui ont été insérées ici ou là, subrepticement, oserais-je dire, ou plus simplement pour satisfaire à l'évolution de la jurisprudence? Vous nous le direz, Juliette. Et puis, dans une seconde partie, nous rentrerons dans l'usage pratique de ce code en faisant un focus sur son livre 3, qui traite, quant à lui, des droits et obligations des personnes détenues. Parmi les 1650 articles de ce code, l'un des livres les plus importants, pas simplement par son volume, il est le plus étoffé, mais surtout par sa thématique qui nous tient tout particulièrement à cœur,
puisqu'ils sont consacrés les dispositions garantissant les droits fondamentaux des détenus à caractère civil, politique, économique, social, en matière d'hygiène et de protection sociale. Là encore, Marion Bonner, vous aborderez justement la place de ces droits fondamentaux dans le code, et puis Juliette Chapelle, si vous le voulez bien, vous aborderez la question des recours susceptibles d'être engagés pour améliorer les droits et la condition des détenus. D'ailleurs, je fais ici un dernier petit focus sur le guide du droit de visite du bâtonnier dans les lieux de privation de liberté qui est paru le 14 octobre 2022 à l'initiative du Conseil national des barreaux, de la Conférence des bâtonniers et du barreau de Paris, que chacun pourra retrouver sur le site internet du CNB, cnb.avocat.fr, et en même temps que tous les replays des webinaires que nous mettons en œuvre, et notamment ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay, bien évidemment. Un dernier mot, avant de vous laisser la parole, pour vous rappeler qu'il y a le chat, sur lequel vous pouvez à la fois réagir, dire que vous n'êtes pas d'accord, ou dire que vous approuvez totalement ce qui a été dit, et surtout poser vos questions. En ma qualité de modérateur, je surveillerai, chers internautes, qui nous écoutez, vos questions, et je me permettrai de reprendre la main pour que ces questions soient posées à nos deux intervenantes d'aujourd'hui, que je remercie à nouveau très chaleureusement. Madame Wagner, dans un article paru à la J Pénale 2022, vous aviez qualifié le titre préliminaire déterminant les grands principes directeurs du service public pénitentiaire de mini-code dans le code. Sans paraphraser Jacques Dutronc, qui considérait que tout est mini dans notre vie, le code pénitentiaire n'est-il pas en réalité un grand code bien utile pour notre vie d'avocat? Si vous le voulez bien, la parole est à vous. Je vous remercie très sincèrement pour cette présentation. Je vous remercie aussi de m'avoir convié pour cette formation, qui n'est pas une mini-formation, donc qui est une grande formation pour un grand code. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Il n'est pas très gros pour l'instant, parce qu'il n'est pas paru encore chez les éditeurs qui vont le faire grossir un petit peu en ajoutant évidemment la jurisprudence et puis quelques textes qui n'y figurent pas, puisque ce sont des textes internationaux, comme par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout cas, un grand merci, et puis je suis ravie de retrouver Maître Chapelle. On s'était croisés lors d'un événement un peu similaire, encore une fois sur le code pénitentiaire l'année dernière, à Toulon. Voilà, en tout cas, ravie. N'hésitez pas à m'interrompre, alors non pas directement, mais à poser des questions dans le chat, et monsieur de Saint-Rémy, n'hésitez pas à m'interrompre quand il y a des questions, hein. Je suis là pour ça. On n'a pas pu être en présentiel, mais en tout cas, on va essayer de faire comme si c'est important et que ce ne soit pas juste un monologue ennuyeux. Oui, ça fait 1 an qu'il est né, qu'elle est née, pour l'anecdote, entre nous, les deux rédactrices, on a décidé que c'était une fille. J'y reviendrai, et oui, pourquoi pas. Bref, la métaphore de la naissance, on l'a beaucoup fait, on l'a fait encore, et 1 an après, on continue de la faire, et on l'a fait tout le temps. Quelques mots, donc oui, vous l'avez dit, sur la construction de ce code, et j'y reviendrai sur ce qui me permet de justifier de notre mission, en tout cas, de droit constant, qu'on a essayé de mener à bien et d'obéir à cette mission de droit constant, mais j'y reviendrai. Et de rappeler la chronologie de la construction de ce code permet de rappeler que droit constant ne signifie pas copier-coller. Loin s'en faut, et le travail a été beaucoup plus important que cela. Mais sans signifier copier-coller, cela ne signifie pas non plus de reprendre le droit et de modifier les sources que nous avions en charge de collecter. J'y reviendrai également à propos notamment des droits des personnes détenues. Mais permettez-moi d'abord donc de rappeler justement les 4 étapes chronologiques de ce code. Je vais vous partager une petite présentation, parce qu'après tous les efforts que nous venons de faire pour que je puisse partager, si j'oublie de la partager, ce serait un comble. Voilà. Il est beau, celui-là, c'est la version administration pénitentiaire. Voilà. Les origines du projet, très rapidement, parce que je ne vais pas remonter très loin, mais il est important de rappeler que l'idée émane de 2015,
et de la commission qui était présidée par Bruno Cotte, magistrat éminent, et qui s'appelait « Pour une refonte du droit des peines », qui préconisait déjà en 2015 la rédaction d'un code pénitentiaire afin de rassembler au sein d'un même ouvrage toute la matière pénitentiaire qui, vous l'avez dit, était jusque-là contenue dans des textes épars, ce qui est immanquablement vu comme une marque de manque de cohérence et un frein à l'intelligibilité et l'accessibilité du droit, pourtant principe à valeur constitutionnelle. Avait aussi été constaté, et on lui a fait faire un gros régime, un volume excessif du Code de procédure pénale, et puis et surtout le besoin, et c'était notre mission, de rassembler toutes les missions du service public pénitentiaire et en miroir, et je vais y revenir, les droits et obligations des personnes confiées et de toutes les personnes confiées, afin de mieux les mettre en lumière et de sécuriser et de faciliter l'application finalement d'un vrai droit pénitentiaire. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à l'administration pénitentiaire chargée de cette mission de rédiger un code pénitentiaire au printemps 2021. Nous n'avons pas attendu la promulgation de la loi Confiance en décembre 2021 pour nous mettre à l'ouvrage, et nous avons démarré nos travaux dès le printemps 2021, et vous l'avez dit, en obéissant à l'article 24 de la loi, c'est-à-dire, premièrement, rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge, ainsi qu'aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées. Et puis, deuxièmement, et c'est important, assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes que nous avions ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. Voilà le vaste programme qui nous attendait en avril 2021, et nous avons été pour cela 3 seulement sur le projet. Un chef de projet, M. Pierre Bilger, qui était alors adjoint au sous-directeur de l'expertise de l'administration pénitentiaire, et puis 2 rédactrices, toutes 2 agentes de la sous-direction de l'expertise, Sadia Aguedal, qui était alors directrice des services pénitentiaires, mais qui est depuis en passe de devenir magistrate, puisqu'elle est auditrice de justice, et moi, enseignant-chercheur en droit à l'origine, et fraîchement d'ailleurs recrutée comme chargée d'études au sein, alors à l'époque du laboratoire de recherche et d'innovation, aujourd'hui au sein du bureau de la donnée, de la recherche et de l'évaluation. Dans cette tâche, alors nous étions seuls, mais pas tout à fait quand même, nous avons été épaulés notamment par l'Inspection générale de la justice, qui était présente en mission d'appui jusqu'à la fin de l'année 2021. Et puis, nous avons énormément, j'y reviendrai, travaillé avec d'autres services ministériels, et notamment à l'intérieur du ministère, avec la direction des affaires criminelles et des grâces, pour tous les transferts des textes émanant du Code de procédure pénale vers le Code pénitentiaire. Ce projet, vous l'avez dit, avait pour objectif donc un code au printemps 2022, et nous l'avons fait donc en un an, en moins d'un an, puisque les travaux se sont achevés fin mars. Le 30 mars 2022, l'ordonnance portant partie législative est parue avec son décret en Conseil d'État, et puis, vous l'avez dit, publié le 5 avril et véritablement né le 1er mai 2022. Il a été d'ailleurs déjà retouché depuis, notamment par le décret d'avril 2022 sur le travail pénitentiaire, ou encore sur l'ordonnance relative aux droits sociaux, également par un décret de fin 2022, de décembre 2022, qui avait vocation à finir la tâche, qui n'est pas complètement achevée, puisqu'il fallait ajouter des annexes au code pénitentiaire. Mais voilà, c'est ainsi, ça c'était descriptif des étapes officielles. Maintenant, l'officieux. L'officieux, c'est-à-dire le vrai, c'est-à-dire comment en est-on arrivé là, nous, 2 rédactrices du Code pénitentiaire? Eh bien, 4 grandes étapes pour en arriver là. Déjà, il nous a fallu faire un gros travail de recherche des sources du droit pénitentiaire, pour définir le périmètre du code.
puis ensuite échafauder un plan à partir de ces sources. Vous l'avez dit, c'est plus de 1600 dispositions, plus de 1600 articles qui ont été rassemblés. Il a fallu les organiser dans un plan. Et ensuite, c'est important, oui, c'est ce mini-code dans le code qui s'est très vite détaché quand on a collecté les sources. Je vais y revenir sur ce titre préliminaire qui a failli être un article préliminaire, mais on l'a finalement construit comme un titre préliminaire pour se départir aussi de notre maman code de procédure pénale. Et puis, enfin, mais pas des moindres, l'écriture des dispositions, parce que, j'insiste, le droit constant ne signifie pas copier-coller, et il faut travailler les textes, la cohérence des textes entre eux, comme l'indiquait l'article 24. La hiérarchie des normes, une fois que ces normes sont réunies entre elles, on s'aperçoit des redondances, on s'aperçoit de discordances éventuelles. Et tout cela en travaillant très étroitement, je vais y revenir, avec deux organes essentiels, deux institutions essentielles, la Commission supérieure de codification et le Conseil d'État. Première étape, on est au printemps 2021, donc comme je vous le disais, et il nous faut rassembler la matière pénitentiaire. Et il nous faut nous questionner sur ce qu'est la matière pénitentiaire. On a décidé qu'il nous fallait collecter toutes les interventions de l'administration pénitentiaire pour rendre état de toutes les personnes confiées au service public pénitentiaire. Donc, comme j'ai pu l'entendre parfois, comme je peux encore le voir et le lire, ce n'est pas le code de l'administration pénitentiaire. Oui, ce sont des agents de l'administration, des agentes de l'administration pénitentiaire qui l'ont rédigé, certes, mais c'est le code de la matière pénitentiaire, c'est le code pénitentiaire et non pas de l'administration pénitentiaire, parce que ça a été très important pour nous, et j'y reviendrai, et on a essayé en tout cas, et c'est certainement perfectible, et ce code n'est pas terminé, c'est que le début de sa vie, donc il peut être retouché si c'est nécessaire. Nous avons vraiment eu à cœur de rendre compte de toutes les personnes confiées au service public pénitentiaire, de toutes les personnes auprès desquelles le service public pénitentiaire intervient. Et donc, j'y reviendrai, pas seulement les personnes détenues, mais également les autres, qui sont aussi confiées, et de plus en plus, au service public pénitentiaire. J'y reviendrai. Mais donc, collecter ces sources, et vous l'avez dit, c'est aller rechercher partout. C'est aller rechercher dans les codes, et vous l'avez dit, on a balayé absolument tous les codes existants, l'une et l'autre, en s'étant d'abord accordé sur des mots-clés à chercher dans ces codes. Bien sûr, nous ne sommes pas contentés de chercher pénitentiaire. Nous avons également cherché travailleur social, puisque c'est l'ancienne appellation, vieille appellation, du SPIP, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'il en restait encore des expressions comme ça. Donc, comme quoi, je vous dis, le travail n'est pas terminé. Et puis, donc, nous avons gardé, vous l'avez dit, nous avons gardé bien sûr dans le code de procédure pénale, mais également dans le code civil, en passant, vous ne l'avez pas cité tout à l'heure, le code de la construction et de l'habitation. Il y a des renvois au code de la construction et de l'habitation à propos de l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap. Nous avons également visé le code du patrimoine, le code de la sécurité intérieure, etc., etc. Et nous avons également fait œuvre de recherche s'agissant de textes non codifiés. Alors, évidemment, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, mais pas seulement, également la loi de 87 relative au service public pénitentiaire. Et nous sommes également allés regarder dans d'autres lois, la loi organique relative aux défenseurs des droits, par exemple, les décrets, nombreux décrets, le décret armement, le décret sur la déontologie, qui a été entièrement versé dans le code pénitentiaire, et puis des arrêtés. Ainsi par exemple de l'arrêté, je parlais de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, et bien là aussi, nous sommes allés regarder par exemple dans l'arrêté du 4 octobre 2010 sur l'accessibilité des personnes handicapées aux établissements pénitentiaires lors de la construction, ou encore les arrêtés sur toutes les équipes de sécurité qui existent. Pourquoi je m'arrête aux arrêtés? Parce que, c'est important de le dire, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu aller regarder dans les notes, dans les circulaires, c'est que les notes et les circulaires ne font pas partie du droit positif au sens du guide de légistique. Et donc, notre mission n'impliquait pas d'aller regarder, de balayer aussi les notes et les circulaires. Ce qu'il aurait convenu de faire, c'est de reprendre ces notes et ces circulaires
et d'en faire, de les rédiger autrement et d'en faire du droit positif. Mais là, on serait sorti de notre mission qui était le droit constant. Droit constant, c'est aller rechercher dans le droit existant. Et les circulaires et les notes ne font pas partie de la hiérarchie des normes. Et donc, ça, ce n'était pas une mission qui nous incombait. Cela n'empêche pas, éventuellement, à l'avenir, de proposer, de transformer certaines dispositions, certaines mentions de ces notes et circulaires, mais plus dans le cadre d'une mission qui est à droit constant, je le répète. Donc, voici pour les sources. Les sources, c'était dans la hiérarchie des normes, jusqu'à l'arrêté, sachant, attention, que les arrêtés tels quels ne figurent pas dans le code pénitentiaire en A, mais en niveau D, c'est-à-dire en niveau décret simple, car toujours pour la même raison, le guide de légistique implique que la codification aujourd'hui, les codes, depuis quelques années, ne doivent plus, les nouveaux codes ne doivent plus intégrer d'articles en A. Ils ne doivent intégrer que des articles en L, R et D. Et c'est pour ça que certaines dispositions en A ont été renvoyées en annexe, d'autres qui méritaient d'être reclassées ont été rehaussées en niveau D. Voilà, c'est important, je le rappelle, ceci, ne soyez pas étonnés. Et dans le futur code de procédure pénale, d'ailleurs, ne figureront plus non plus des articles en A, il n'y aura que des articles jusqu'au niveau D et éventuellement des annexes pour ce qui mérite de rester en niveau arrêté. Cette collecte ayant été faite, on avait face à nous un énorme tableau Excel, un gigantesque tableau d'une quantité incroyable de sources, parce qu'il y en avait bien plus que 1650. On n'a pas tout retenu. Parce qu'on a là-dessus opéré deux tris. Un premier tri qui a consisté à balayer, par exemple, les dispositions RH qui ont été exclues par le ministère du périmètre du code pénitentiaire. Et puis surtout, un deuxième tri très important qui a consisté à départager ce qui méritait un renvoi et ce qui méritait un transfert. Alors, je le conçois, c'est très technique, mais c'est important à mon sens pour vous, praticiens, de saisir d'emblée pourquoi tel texte a quitté sa source pour être versé dans le code pénitentiaire et pourquoi tel autre texte est resté dans son code d'origine et pourquoi le code pénitentiaire s'est contenté, entre guillemets, d'un renvoi vers cette source d'origine. Donc, c'est une phase essentielle et nous avons à ce stade fait des recommandations. Nous n'avons pas décidé seuls, mais nous avons fait des recommandations préconisant un renvoi ou un transfert. Ici encore, il nous fallait un critère déterminant, et cela a été celui des missions de l'administration pénitentiaire. Dès lors que l'administration pénitentiaire intervenait à titre principal, il nous a semblé essentiel de préconiser un transfert, c'est-à-dire que le texte, par exemple, quitte le code de procédure pénale pour être versé dans le code pénitentiaire. Donc techniquement, le texte source du code de procédure pénale est abrogé du code de procédure pénale, mais cela ne signifie pas qu'il est abrogé de façon sèche, il ne disparaît pas de l'ordonnancement juridique, il est abrogé pour être versé dans le code pénitentiaire. Si, en revanche, l'intervention de l'administration pénitentiaire semblait accessoire parce que la décision revenait essentiellement à une autorité judiciaire ou à une autorité de poursuite, alors à ce moment-là, il semblait que, ou encore à un médecin, dans le Code de la santé publique, il semblait qu'un renvoi suffisait et que les dispositions méritaient de rester dans le code source ou dans la source, et ne méritaient pas d'être versées dans le code pénitentiaire. Mais en revanche, nous avons tenu dans ces hypothèses-là à rédiger un renvoi, j'y reviendrai, suffisamment général, dans un souci de clarté et de lisibilité pour l'utilisateur du code, afin que cela serve de fléchage pour l'utilisateur, que l'utilisateur sache que tel grand principe est visé dans le code de procédure pénale ou que telle exécution d'un droit est visée dans le code de la santé publique, parce que là, il s'agit par exemple de dispositions qui sont spécifiques à la santé. Ce travail de renvoi-transfert, on l'a opéré pour les
dispositions codifiées. On l'a aussi opéré pour les dispositions non codifiées, mais à ce moment-là, dans le jargon technique de la codification, on ne parle plus de renvoi, de transfert. On parle de codification pour ce qui équivaut à un transfert. Par exemple, toute la loi pénitentiaire, ou presque, a été codifiée. Elle a été versée entièrement dans le code pénitentiaire. De la même façon, certains décrets, je vous le disais tout à l'heure, ont été totalement versés dans le code pénitentiaire, par exemple le décret déontologie, ou encore le décret armement. Inversement, par exemple, la loi organique, je vous en parlais tout à l'heure, la loi organique sur le défenseur des droits n'a pas été versée dans le code pénitentiaire, elle est restée intacte. En revanche, nous avons tenu dans le code pénitentiaire à faire un renvoi vers cette loi organique, vers la mission du défenseur des droits dans le cadre de contrôle des établissements pénitentiaires, ce qui nous semblait essentiel, d'indiquer par un fléchage que ce contrôle existe. Il n'est pas régi totalement par le code pénitentiaire, fléchage vers la loi organique, mais il existe. Donc, ce travail est achevé début juin 2021. Nous avons toujours notre énorme tableau, un tout petit peu moins gros, avec des colonnes qui s'ajoutent et avec des colonnes recommandations, renvoi ou transfert. Bien sûr, ces renvois et transferts n'ont pas été validés tout de suite. Il a fallu ensuite engager des discussions intra- ou interministérielles avec les ministères concernés, donc intra-ministère, le CPP, le Code de procédure pénale, avec la direction des affaires criminelles et des grâces pour valider les transferts et l'amaigrissement du Code de procédure pénale. De la même façon, nous avons discuté avec le ministère de la Santé, puisque nous avons transféré certaines dispositions du Code de la santé publique, notamment celles relatives à la surveillance opérée par l'administration pénitentiaire en UHSA, en unité hospitalière spécialement aménagée. Et cela a été validé au niveau ministériel par le ministère de la Santé. Nous avons également transféré quelques dispositions du code pénal vers le code pénitentiaire. Je m'arrête un instant. Comment retrouver ces renvois et ces transferts? Je vous le rappellerai à la fin. C'est très important pour l'instant d'aller consulter les tables de concordance. C'est uniquement les tables de concordance qui peuvent, elles sont accessibles sur Légifrance, qui peuvent vous indiquer d'où viennent les textes. Puisque avec la codification, et la DILA et Légifrance en décident ainsi, on fait comme si on faisait table rase du passé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sur Légifrance, cliquer sur un texte, dans les versions du texte par exemple, vous ne retrouverez pas la source. Pour retrouver la source, ce qui pourrait être possible informatiquement, pourquoi pas, mais c'est pour l'instant pas ce qui est fait. Donc, si vous voulez retrouver la source d'un texte, et vérifier si c'est un renvoi ou un transfert, vous avez besoin des tables de concordance. Si dans les tables de concordance, dans les deux colonnes, si vous avez des questions là-dessus, je vous montrerai après les tableaux, je vous montrerai comment utiliser. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment important parce qu'on utilise certains textes. On a des gros textes du Code de procédure pénale, par exemple, ont été transférés puis répartis dans le Code pénitentiaire. Nous avons fait pareil avec la loi pénitentiaire. Nous avons divisé certains gros articles de la loi pénitentiaire pour les retrouver. Donc, si vous voulez les retracer, cela, table de concordance, et vous avez donc indication du texte source. Et vous avez à côté, si vous avez entre parenthèses RV à côté, c'est que ce n'est pas un transfert, mais un renvoi, RV pour renvoi. Et si rien n'est précisé, c'est que c'est un transfert. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, mais c'est vraiment essentiel. À mon sens pour l'instant. Moi aussi, même moi, je m'en sers encore, parce que je n'ai pas retenu par cœur, n'est-ce pas, toutes les dispositions. Je m'en sers encore fréquemment, je me sers encore très fréquemment des tables de concordance pour retrouver, quand on me pose des questions, ce qui est très fréquent, des sources de tel ou tel texte. Ou inversement, la gymnastique intellectuelle peut être inverse. Si vous vous demandez où est passé l'article 29, par exemple, de la loi pénitentiaire, eh bien, vous allez regarder dans les tables de concordance et vous le retrouvez. Vous retrouvez où est-ce qu'il a été envoyé. Et idem, elles sont très importantes pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas croire que nous avons abrogé de façon sèche un texte, alors qu'en réalité, il a été transféré au code pénitentiaire. Voilà pour cette première étape du travail. Deuxième grosse étape pour nous, bien sûr, face à cet énorme tableau de texte en L, en R, en D et en A, puisque en juin 2021, nous avions encore du A, que nous avons rehaussé ensuite, eh bien, il nous fallait échafauder un plan. Échafauder un plan à présenter à la Commission supérieure de codification.
face à cet énorme magma de texte, comment faire un plan clair et accessible et comment surtout, je voulais indiquer à nouveau, comment rendre aussi visible les personnes auprès desquelles l'administration pénitentiaire intervient que les actes de l'administration pénitentiaire auprès d'elles, puisque les deux sont indissociables. Eh bien, il nous est apparu, à nous deux rédactrices, que pour pouvoir tenir ce challenge, si je puis dire, il nous fallait coller au plus près de la procédure pénale et coller au plus près du statut pénal des personnes auprès desquelles l'administration pénitentiaire et le service public pénitentiaire plus largement intervient. Donc toutes les personnes qui lui sont confiées. Et c'est pour ça. Pourquoi ? Parce que, toujours pareil, on a toujours voulu procéder d'un mouvement de bas en haut et non pas de haut en bas, c'est-à-dire qu'on avait fait ce travail de recherche, nous sommes restés très, très attentives à ce que ce travail de recherche ne se perde pas en cours de route. Et que ce soit les textes, et uniquement les textes existants, droit constant, qui nous guident. Et ces textes ont révélé, bien sûr, que les textes relatifs à la détention étaient présents en très, très grand nombre, dans leur grande majorité. 3 livres, ils sont consacrés, mais pas seulement. Et c'était important que ce « mais pas seulement » apparaisse très clairement. Et ce « mais pas seulement », c'est toutes les personnes non détenues, je dirais de façon permanente, c'est-à-dire aussi les semi-libres, par exemple, toutes les personnes, finalement, qui sont confiées aux interventions du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il était très important qu'elles apparaissent dans ce code. Et que, aussi bien elles apparaissent en tant que personnes confiées, en tant qu'usagers du service public pénitentiaire, et également que le service pénitentiaire d'insertion et de probation apparaisse, qu'il n'y en ait pas, autrement dit, que pour la détention. Et pour que cela apparaisse de façon donc visible, on s'est dit que le statut pénal était le plus fiable. Et le plan, la chronologie du plan, a été saluée par la Commission supérieure de codification à la mi-juin 2021. Nous avions un plan validé par la Commission supérieure de codification. Et donc un plan qui suivait la chronologie, parce que le Conseil d'État a modifié ce plan. Légèrement, hein, ça n'a pas été une modification essentielle, mais quand même, le plan originel présentait d'abord, contenait 8 livres, et non pas 7, avec donc un livre en plus, donc titre préliminaire, le livre 1 de présentation du service public pénitentiaire, et un livre 2, qui a non pas disparu, hein, mais qui a été fusionné avec l'ancien livre 7, qui sont devenus ensemble un nouveau livre 6, mais qui était consacré aux personnes ni détenus, ni condamnés, pour justement prendre en compte l'évolution aussi récente du droit qui prend en charge des personnes avant même leur jugement. Je pense ainsi au bracelet anti-rapprochement, par exemple, mais également des dispositions que Nostra Culpa, nous ignorions avant ce travail, très honnêtement. Pourtant, ça faisait des années que je cherchais dans ce domaine-là. J'ignorais, par exemple, que le service pénitentiaire d'insertion de probation assurait la surveillance des personnes non détenues de nationalité étrangère en attente d'un jugement. Et ça, nous avons découvert ça dans le Code de la sécurité intérieure. Nous avions à cœur, même si c'est 2-3 textes, d'y renvoyer et de ne pas les ignorer parce que ça nous semblait être important de signifier cette mission-là. Et puis, bien sûr, il y avait 3 livres sur la détention, ça n'a pas changé. Il y avait ensuite un livre sur l'intervention de l'administration donc après la détention, et puis auprès de personnes non détenues après la condamnation pénale. Et c'est donc ce titre-là qui finalement a été, j'y reviendrai, ce livre-là qui a été fusionné avec le non détenu, en fait, le grand chem ayant été retenu par le Conseil d'État comme la non-détention, si je puis dire, c'est-à-dire détention hors détention. J'y reviendrai. J'ai oublié de vous préciser qui est la Commission supérieure de codification, c'est important. La Commission supérieure de codification, c'est un organe qui est placé auprès du Premier ministre et qui est en charge de coordonner, de programmer tous les travaux de codification, de veiller à l'élaboration et au respect du guide de légistique,
de veiller à coordonner aussi toutes les actions ministérielles et les accords entre ministères, notamment sur les renvois et les transferts de textes, et chargé, je vais y revenir, de relire avec nous le plan, bien sûr de valider le plan, mais également de relire avec nous tous les livres tels que nous leur avons présenté la facture des textes entre le printemps 2021 et décembre 2021. Et notamment aussi chargé de relire le titre préliminaire, effectivement, ce que j'ai appelé le mini-code dans le code, parce que ça a été un gros travail, notre premier gros travail à l'été 2021 de rédaction en tant que tel. Là aussi, j'insiste, ce titre préliminaire n'est pas le fruit d'une volonté de notre part en amont qui aurait été plaquée sur le projet. Le titre préliminaire, il a émergé tout seul. Pas par magie, mais parce que, après ce travail de collecte, après ce travail d'élaboration du plan, il est apparu que certains textes ne rentraient pas, si je puis dire, dans le reste du plan. Alors, deux questions. Est-ce que notre plan est mauvais? Non, hors de question, il n'est pas mauvais, puisque la Commission supérieure de codification l'a validé. En dehors de cette boutade, non, il n'est pas mauvais, parce que ce qui est apparu, c'est que ces articles du titre préliminaire n'allaient pas dans le reste, parce que devaient chapeauter le reste, et parce que ces articles devaient avoir une place prioritaire par rapport aux autres, et se détachaient comme ayant une valeur normative particulière, parce que énonçant de grands principes à vocation générale. Et c'est comme ça que le titre préliminaire est né. Alors d'abord, on a hésité avec un article préliminaire, mais qui aurait été beaucoup trop gros, qui aurait été finalement à l'image de l'actuel article préliminaire du Code de procédure pénale. Donc, il nous est apparu que ce n'était pas la façon la plus lisible de procéder. Et donc, nous avons découpé en plusieurs articles, même s'ils ne sont pas très longs, ce titre préliminaire, en reprenant bien sûr massivement parmi ces articles. Nombreux sont le résultat de la codification de la loi du 24 novembre 2009, de la loi pénitentiaire, mais pas que. Il y a aussi l'article 725 du Code de procédure pénale. Il nous est semblé essentiel que l'interdiction et la répression de la détention arbitraire figurent au sein de ce titre préliminaire. Il nous est paru aussi essentiel que le respect de la dignité des personnes détenues et des grands principes figure aussi dans ce titre préliminaire, que l'obligation de réparation incombant à l'État figure aussi dans ce titre préliminaire, que la protection de l'intégrité physique de chaque personne détenue figure dans ce titre préliminaire. Et enfin, alors c'est vrai qu'il y a un ovni, si je puis dire, dans ce titre préliminaire, c'est l'article L3, c'est volontaire. L'article L3 n'est pas normatif, c'est un article déclaratif qui a vocation à présenter le code, en fait, et présenter le plan du code, et vocation à rappeler qui sont les personnes, qui sont les usagers, qui sont les personnes confiées au service public pénitentiaire et pourquoi ces normes et auprès de qui ces normes s'appliquent, et de rappeler les grands schèmes du code de procédure pénale que nous avons respecté, c'est-à-dire la fameuse division entre détenus et prévenus. Dans le code pénitentiaire sont employées uniquement ces expressions-là, détenus et prévenus, les détenus étant les personnes en détention qui ont été condamnées définitivement, les prévenus étant ceux placés en détention provisoire, soit parce qu'ils sont poursuivis au stade des poursuites, soit parce qu'ils ont été condamnés, mais pas de façon définitive. Dans certains établissements, on les appelle condamnés à plan, mais ce sont dans les cases du droit pénal, là, et de la procédure pénale, on a respecté donc les cases du droit pénal et de la procédure pénale en rappelant détenus, prévenus. Voilà pour ce mini-code dans le code qui a demandé vraiment une rédaction millimétrée avec quelques petites retouches de l'article L1 pour tenir compte du droit positif et toujours en ayant à cœur de tenir compte des sources, en ne créant rien. On n'a rien créé. Quand dans l'article L1, on fait figurer parmi les missions du service public pénitentiaire la participation à la justice restaurative, on ne crée rien.
on reprend ici la substance d'un article du Code de procédure pénale. On ne renvoie pas traditionnellement dans le titre préliminaire, donc il n'y a pas de renvoi à l'article concerné du Code de procédure pénale, mais on ne crée pas. On renvoie juste de façon ici implicite au Code de procédure pénale. C'est très important. Et oui, on a remplacé le terme, mais j'y reviendrai, récidive par commission de nouvelles infractions, parce que la récidive qui était visée ici n'est pas la récidive légale, mais bien le fait de recommencer, qui englobe et la réitération et la récidive. Au sens strict, au sens légal, puisqu'en réalité, il n'y a qu'un sens à la récidive, ça devrait être la récidive légale. Quatrième étape. Oui. Alors, je me permets de vous interrompre simplement parce que comme je suis maître du temps, je regarde l'heure tourner et si pour la suite, on peut aller un peu plus vite parce qu'il y a des questions dans le chat, j'aimerais qu'on puisse les… D'accord. Ça ira vite. Ça ira beaucoup plus vite. Parce que même si c'est des étapes très, très, très longues dans le temps, c'est facilement résumable. Donc, le travail d'écriture à droit constant. Notre objectif, simplicité et clarté. C'est pour ça, et je rappelle qu'on est dans l'office de l'article 24, puisqu'il nous fallait assurer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés. Et donc, cela implique de remédier à d'éventuelles erreurs et d'harmoniser l'état du droit. Donc, ce n'est pas un copier-coller. Ce n'est pas un copier-coller. Quelques exemples choisis du fait que ce n'est pas un copier-coller. Eh bien, nous avons soigné le vocabulaire employé, par exemple. Nous avons fait un travail de toilettage du vocabulaire employé. Une chose à laquelle je tenais beaucoup à titre personnel, et j'y tiens encore beaucoup. Et dans tout ce que j'écris, je fais attention à ça, de ne pas employer détenu, ni le détenu, mais personne détenue, pour suivre en cela la loi de 2009 qui avait montré la voie, ouvert la voie. Donc, personne détenue, et autant que faire se peut, nous avons évité le singulier. Non pas la personne détenue, mais les personnes détenues pour rappeler l'individualisation. La personne détenue n'est pas une catégorie de personnes. On ne peut pas employer sur le même plan la personne détenue et le chef d'établissement, qui est en soi une fonction. La personne détenue n'en est pas une. Donc, les personnes détenues, autant que faire se peut, et puis on a toiletté des vieilles expressions, et puis on a aussi débarrassé le code d'accent sexiste de certains métiers, visait l'infirmière ou l'assistante sociale. On a bien sûr enlevé ce féminin. Nous avons, mais je le passe, soigné la rédaction des renvois. Je vous le disais, c'est important. Les renvois permettent un fléchage vers d'autres codes. Donc, il faut les rédiger de façon extrêmement générale pour que le code pénitentiaire ne soit pas tributaire des futures évolutions des codes sources. On va y être confronté bientôt d'ailleurs, puisque le code de procédure pénale est en voie de refonte. Donc, il faudra voir quelles sont les conséquences sur le code pénitentiaire. J'espère qu'il y en aura le moins possible. Et puis, rassembler au sein d'un même ouvrage, c'est aussi se rendre compte que certains textes deviennent redondants ou inutiles. Il y avait souvent des répétitions entre la loi pénitentiaire et certains articles, notamment du règlement intérieur type, qui a été complètement versé à l'intérieur du code pénitentiaire. Le règlement intérieur type n'est plus une annexe comme il était au code de procédure pénale, il n'est pas une annexe au code pénitentiaire, il est bien à l'intérieur du code pénitentiaire, il constitue des dispositions entières, et notamment dans le livre 3, du code pénitentiaire, c'est très important. Pour autant, il existe toujours, c'est-à-dire qu'un article récapitulatif renvoie aux dispositions du code pénitentiaire et liste les dispositions du code pénitentiaire qui constituent le règlement intérieur type et donc que les établissements doivent respecter. Et c'est très important, je pense que on verra ce que vous en pensez, mais ça me semble essentiel que ces dispositions ne soient plus aujourd'hui juste du règlement intérieur type, mais soient aussi dans le code pénitentiaire. Tout au long de ces travaux, la Commission supérieure de codification, ce que je vous disais, a relu maintes fois, a examiné au peigne fin notre projet et a relu justement toute la rédaction, tout le soin du vocabulaire à travers des séances, 5 avis sur le projet de code pénitentiaire qui sont désormais publiés, que vous pouvez aller lire dans son rapport 2021. Alors, c'est assez ingrat comme
travail, si je puis dire, parce que vous voyez, on a passé 6 mois, ou pas loin, enfin on a passé 4 mois pleins à la rédaction de ce code, mais ce n'était pas fini. C'est-à-dire que la copie a été rendue et nous avions une première version de code fin décembre 2021. Eh bien non, c'était pas fini. On pensait que c'était fini, mais c'était pas fini, puisqu'ensuite, mais c'est heureux pour l'équilibre des institutions, second examen du projet entier par le Conseil d'État. Et en fait, ce qui avait été fait en 4 mois, en 1 mois et demi, il a fallu tout reprendre, tout relire et tout réexaminer à la façon de ce qu'avait fait la Commission supérieure de codification. Cette fois, alors, devant la Commission, c'est 2 rapporteurs. Devant le Conseil d'État, c'est 4 rapporteurs qui ont, et c'est normal, hein, mais fatigant, mais éreintant, qui ont réexaminé tout le projet à une vitesse folle. On a mis 1 mois et demi au total, hein, de début février à mi-mars 2022, plus de 10 séances de travail sur 6 semaines travaillées, à un rythme de tous les 2-3 jours, avec la copie à revoir tous les 2-3 jours. Et pour information, je me suis retrouvée seule face à cela, que ma collègue, mais c'est heureux pour elle, avait réussi la magistrature entre-temps, et donc n'avait plus le temps de continuer. Donc j'ai achevé tout cela seule. C'est pour ça que le parallèle avec la gestation n'est pas du tout vain. Donc, modification, je vous le disais tout à l'heure, le Conseil d'État, mais c'est heureux encore une fois, hein, pour l'équilibre des institutions, puisque tout ça, c'est pour la qualité de la norme. Ce travail méticuleux a été mené pour la qualité de la norme, point par point, ligne par ligne. Nous avons tout repris, tout relu, et donc modifié le plan. L'ancien livre 2 sur les personnes ni détenues ni condamnées a été fusionné avec l'ancien livre 7, donc au sein d'un nouveau livre 6, qui aujourd'hui rassemble toutes les missions auprès de personnes non détenues. Alors, la chronologie n'est pas perdue, puisqu'au sein de ce livre, on a retrouvé la chronologie, c'est-à-dire on a remis quand même en premier les non détenus et non condamnés, c'est-à-dire avant jugement, et ensuite placer toutes les alternatives à l'emprisonnement. Et enfin, on a un livre 7 sur les Outre-mer. Et là encore, vous voyez, ne soyez pas étonnés, oui, codification d'une jurisprudence, droit constant, mais devant le Conseil d'État, qui nous a rappelé qu'il fallait harmoniser l'état du droit et remédier des erreurs, eh bien, il a été considéré que de ne pas intégrer un changement fondamental de jurisprudence nuirait à l'harmonie du droit. C'est comme ça que le Code pénitentiaire comporte dans son article R321-3, qui pour information est l'ancien article D351 du Code de procédure pénale, contient un nouvel alinéa. C'est sur l'hygiène dans les cellules et les installations sanitaires, plus particulièrement au sein des cellules qui sont occupées par plusieurs personnes. Eh bien, l'alinéa 3 est une reprise de la substance d'un arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 2020 à propos des installations sanitaires, et enjoignant l'administration pénitentiaire à installer des aménagements appropriés de l'espace sanitaire en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues. Donc, on voit apparaître la notion d'intimité des personnes détenues. Le terme n'était pas encore apparu, c'est vrai, dans le Code pénitentiaire. Et puis, l'apport du Conseil d'État, c'est pas seulement modifier le plan, c'est pas seulement codifier une nouvelle jurisprudence, c'est aussi, mais c'est heureux, on avait déjà commencé ce travail, mais on l'a achevé devant le Conseil d'État, reclasser de nombreux articles. C'est important, ça c'est pour tenir compte de la hiérarchie des normes, assurer le respect de la hiérarchie des normes. De nombreux articles en D, même si à mon sens le travail n'est pas terminé pour aller plus loin, de nombreux articles en D ont été rehaussés en R, pour tenir compte de l'ancien article 61 de la loi pénitentiaire qui prévoit que toutes les dispositions relatives aux droits et obligations des personnes détenues, tout ce qui est de l'exécution de ces droits et obligations, doit être prévu par des décrets en Conseil d'État. Il restait encore malgré tout des dispositions contenant de telles règles qui étaient prévues en D par le Code de procédure pénale, notamment sur l'hygiène des personnes détenues, je viens d'en parler, sur l'accès aux soins aussi des personnes détenues,
Et puis aussi, et c'est notable, on a aussi replacé donc, des articles de DAR, et c'est important, et ne soyez pas étonnés, ça ne veut pas dire qu'on les a abrogés si vous ne les trouvez pas dans les tables de concordance, attention. Elles y sont bien, mais elles y sont en L, c'est-à-dire qu'il y a quelques dispositions, très peu, qui étaient en D dans le Code de procédure pénale, qui sont passées en L dans le Code pénitentiaire. Ce n'est pas des articles entiers, en général, ce sont des alinéas d'articles entiers. J'ai 2 exemples, mais ça doit être les 2 seuls. La phrase 1, et vous voyez qu'on a découpé, on a vraiment relu chaque disposition, et s'il fallait les découper, on les a découpées. L'article D269 du Code de procédure pénale, à propos des fouilles des cellules hors la présence des personnes détenues, la phrase 1 de l'ancien article D269 du Code de procédure pénale est devenue un article L, l'article L225-4 du Code pénitentiaire. Je tenais à le signifier parce que entrant dans le domaine de l'article 34 de la Constitution. Dans le même état d'esprit, on a aussi rehaussé, par exemple, l'alinéa 2 de l'ancien article D70 du Code de procédure pénale relatif à la liste des établissements pénitentiaires. Il nous a semblé essentiel que cette liste ne figure pas seulement en D, mais en L. Donc aujourd'hui, la liste des établissements pénitentiaires est contenue au sein de l'article L 112-2 du Code pénitentiaire. Ces reclassements sont essentiels, à mon sens, sont importants et ne sont pas anodins parce que cela induit ensuite, pour les modifier, ces règles, d'autres dispositifs plus contraignants. Cela incite à les modifier par un décret en Conseil d'État, voire par une loi. Voilà, j'en ai fini pour ces 4 étapes éreintantes de gestation de ce petit code pénitentiaire. Merci Marion d'avoir fait cette présentation, et j'espère que la gestation n'a pas été trop pénible malgré tout. J'ai un certain nombre de questions dans le chat. J'en ai une aussi de mon côté. Un rappel, il y a effectivement un toilettage d'un certain nombre de termes. Vous en avez parlé de détenus remplacés par personnes détenues. Il y a aussi un terme qui a disparu. Moi, j'aimais bien, d'un point de vue historique, c'était le terme élargissement. C'était plus sympa. Il y avait un côté un peu romanesque de l'élargissement. C'est sympa. Bon, finalement, vous avez décidé, c'est plus clair, d'appeler un chat, c'est-à-dire la libération, c'est une libération. C'est plus clair. 3 questions, deux questions que je peux ramener dans le chat. Il y en a une, c'est concernant le Code de justice pénale des mineurs. Il est fait observer qu'il y a plusieurs dispositions applicables aux mineurs qui sont prévues par le CJPM, mais il y avait également des dispositions en matière pénitentiaire concernant les mineurs. Alors, je crois connaître la réponse, mais c'est dans le préliminaire, sauf erreur de ma part, mais s'agit-il d'un oubli, ou est-ce que c'est une volonté de ne pas qu'il y ait de télescopage et qu'il y ait une forme de clarté? Quand on parle des mineurs, on parle des mineurs. C'est ça, c'est exactement ça. Et effectivement, j'ai parlé de l'article L3, mais je n'ai pas parlé de l'article L4 tout à l'heure dans les titres préliminaires. C'est l'objet de l'article L4 du titre préliminaire que, dans un souci de clarté, de renvoyer pour tout ce qui s'agit des mineurs, autant que faire se peut, parce que des fois la frontière est mince, mais dans le Code de la justice pénale des mineurs. Et c'est issu de discussions avec la DPJJ qui ont d'ailleurs modifié. On a d'ailleurs modifié certaines dispositions du CJPM qui renvoient maintenant au Code pénitentiaire pour justement clarifier la matière et que le Code pénitentiaire soit consacré aux majeurs et que tout ce qui est relatif aux mineurs figure dans le CJPM. Par exemple, le CJPM prévoit encore le règlement intérieur type. Par exemple. Okay. La disposition a choisi, voilà, la DPJJ, très concrètement, a choisi de sauvegarder le règlement intérieur type des établissements pour mineurs et l'a annexé à un de ces articles, je ne sais plus lequel, mais l'a réannexé à l'article, je ne sais plus, je ne sais plus combien, mais du CJPM. Étant informé que nous, pour ce qui s'agit des majeurs, nous l'avions entièrement versé au sein du Code pénitentiaire.
Donc, a priori, pas de risque de trouver dans le code pénitentiaire des dispositions qui s'appliqueraient aux mineurs sous réserve. Normalement, non, puisque le toilettage a été fait. Mais quoique, j'ai croisé 2-3 textes. Parce que s'agissant des jeunes majeurs, parce que le problème, c'est qu'on s'est posé la question des jeunes majeurs, et on a laissé les dispositions sur les jeunes majeurs au sein du code pénitentiaire, et à l'occasion de cela, on peut voir apparaître la compétence encore, c'est via la compétence du JE, du juge des enfants, qu'on voit encore apparaître mention en fait indirectement des mineurs. Ok, donc vigilance. Mais parce qu'on a, voilà, vigilance. Donc vigilance et surtout, n'hésitons pas les uns et les autres à bien regarder les tables de concordance qui sont bien faites, puisque c'est à la fois les nouveaux textes qui se réfèrent aux anciens et inversement les anciens qui renvoient aux nouveaux textes, avec Exactement. une petite utilité que chacun aura découvert, car j'ai vu que vous aviez créé une nouvelle abréviation qui s'appelle ECQC. En ce qui concerne. En ce qui concerne, voilà. Par exemple, l'article 44, ECQC, l'encellulement individuel de l'article L213.1. Mais normalement, si je ne m'abuse, il y a un petit renvoi en bas de page qui explique que RV égale renvoi et ECQC en ce qui concerne. Alors, la liste des abréviations est assez limitée. On vous en remercie pour notre clarté. Merci beaucoup. Ouais, une précision juste sur l'étape de concordance, c'est important. Les tables de concordance sont à jour à avril 2021. Ok. Elles ne sont pas mises à jour par Légifrance et la DILA dès lors que le code est modifié, ce qui est dommage, mais tel que il n'y a pas un suivi. Les tables de concordance donnent un état du code pénitentiaire au jour de son entrée en vigueur, mais ne sont pas mises à jour depuis. C'est-à-dire que si jamais il y a une renumérotation des textes, il faut là faire soi-même le travail de suivi, petit à petit, le travail de fourmi et de recherche, parce que voilà, c'est une photo de l'état du code au jour de son entrée en vigueur. Ok, vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, je ne l'avais pas remarqué. En bas de la table de concordance, il y a bien marqué 20 avril 2022. C'est la date de fraîcheur du document. Et donc, une fraîcheur d'avril 2022 n'est pas tout à fait fraîche. Voilà. Et ça, après discussion avec la DILA, pas moyen de… Voilà, le processus pour l'instant ne permet pas les mises à jour au long cours au compte-gouttes. Alors, j'ai deux questions que je vais rassembler en une, qui est le choix de n'avoir pas forcément intégré les circulaires. Notamment, il y a les circulaires sur le statut du détenu particulièrement surveillé, ou la circulaire de 99 concernant les conditions d'accueil des enfants avec leur mère détenue. Alors, pourquoi certaines circulaires n'ont pas été forcément intégrées au code? De la même manière, je l'intègre cette question-là. C'est, je crois, Florian qui nous la pose. Les deux autres, c'était Florian et puis Baptiste, que je salue au passage d'ailleurs. Il y a eu un choix de dire certains arrêtés méritaient et d'autres ne méritaient pas d'être dans la codification. En fait, quel était vraiment le critère justificatif de la codification et notamment pourquoi certaines circulaires ne sont pas codifiées? Alors, la réponse est différente pour les circulaires et pour les arrêtés. Les circulaires, il n'y a aucune circulaire. Ce n'est pas que certaines, il n'y a aucune circulaire intégrée dans le code pénitentiaire parce que ce n'était pas notre office, parce que la circulaire n'est pas, en tout cas officiellement, dans les schèmes, dans le guide légistique, dans les codes de fonctionnement de l'État, et du code de la Commission supérieure de codification et du Conseil d'État, n'est pas une source de droit. Donc, on ne pouvait pas les reprendre, ni les rehausser, puisqu'en soi, ce n'est pas reconnu comme étant dans la hiérarchie des normes. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est les transformer en texte, mais à ce moment-là, les transformer en texte, ça voulait dire qu'on créait du droit positif. Et donc, on n'était plus dans le droit constant. C'est intéressant que vous nous le disiez, parce qu'il nous arrive parfois de vous voir opposer la circulaire comme une source de droit. C'est bien que nous le rappellerons que l'esprit du législateur qui a fait cette codification n'est pas
de considérer la circulaire comme une source de droit. Merci beaucoup de ce rappel. Et vous avez même la source, c'est dans le guide légistique. C'est indiqué dans le guide légistique clairement, en toutes lettres expressément, que la circulaire, la note, l'instruction ne sont pas source de droit. Voilà. Merci beaucoup. Et avant de vous donner la parole à Juliette, parce qu'on a pris énormément de retard, je voudrais quand même que vous nous disiez d'un mot, même si c'est vous l'avez esquissé, l'une des parce qu'on va aborder l'œil positivement critique par Juliette Chapelle de cette qualification. L'une des observations qui a pu être faite avait été de ne pas créer un code pénitentiaire qui intégrerait aussi une dimension aménagement et exécution de la peine. Et notamment, certains magistrats, alors pas tous évidemment, pourraient être tentés ou peuvent dire qu'ils ne vont peut-être pas s'emparer du code pénitentiaire de la même manière que si ça avait été un vrai code plus large, intégrant le pénitentiaire, l'aménagement de la peine, l'exécution de la peine et le post-sententiel. Je ne sais pas si vous avez en une phrase ou deux une observation en réponse. Je suis désolé, c'est une phrase ou deux. C'est un choix qui ne dépendait pas de nous, qui a été un choix fait en amont, dans l'article 24, qui a été de se départir de la commission Code. Ça a été moins ambitieux. Le projet était moins ambitieux que celui de la commission Code, qui impliquait et un code pénitentiaire et une refonte du CPP en même temps, et qui donc permettait de verser, de diviser et de verser de l'aménagement de peine, l'exécution des peines dans un code pénitentiaire. Là, le projet était différent. Il ne s'agissait pas de faire un code aussi de l'exécution des peines. Et puis, ça a été aussi le fruit de discussions avec la DACG, qui préparait ensuite sa propre refonte du code de procédure pénale et qui va refaire ce travail de fourmi, de tri des dispositions relatives à l'exécution et à l'aménagement des peines. Nous, finalement, nous avons de l'exécution de la peine. Mais parce que aussi, c'est la décision des magistrats et tout ce qui a été du pan de la décision de l'autorité judiciaire est resté, pour l'instant, dans le code de procédure pénale. Ok, merci beaucoup Marion Wagner. Je vais donner la parole maintenant à Juliette Chapelle qui trépigne d'impatience pour nous dire mais attention, il y a plein de choses nouvelles, plein de choses trappes. Il n'y a pas que des jurisprudences, il y a des choses nouvelles à lire dans ce code pénitentiaire. Et donc, chère Juliette, je vous donne la parole pour votre regard aiguisé sur le sujet. Merci beaucoup, confrère, et puis pour votre présentation. Bonjour Marion, parce que j'ai pas eu le temps encore et l'opportunité de te dire bonjour. Je suis ravie de te retrouver sur cette formation. Évidemment, on a des avis parfois un petit peu divergents sur ce code pénitentiaire. De toute façon, il est naturellement divergent parce qu'on est avocat et que en tant qu'avocat, on fait avec ce qu'on veut bien nous donner. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de satisfaction ou d'insatisfaction. On va, comme d'habitude, faire avec et pousser dans le sens qu'on estime être le bon et avec évidemment notre meilleur allié en droit pénitentiaire, c'est évidemment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec toute la jurisprudence très active de la Cour européenne des droits de l'homme qui pousse le législateur, qui pousse le pouvoir réglementaire et qui pousse évidemment le juge administratif à prendre son office, j'ai envie de dire, plein et entier et à ne pas se limiter à ce qu'on voudrait le limiter en interne. Donc déjà en introduction, peut-être les plus et les moins d'un point de vue avocat de ce code pénitentiaire. Les plus, c'est évidemment une unification d'une partie importante des textes en matière pénitentiaire qui étaient un peu éparpillés partout. Donc là, on a, on va dire, un outil principal et évidemment, à côté, on l'a abordé un peu par les questions. C'est évidemment la question des notes et des circulaires. On sait très bien que la matière pénitentiaire, c'est en réalité une inversion de la hiérarchie des normes. Les notes, les circulaires priment dans la pratique et donc on se retrouve quand même donc avec un code unifié et en même temps un manque, mais je pense qu'il sera
assez rapidement palliés par les éditeurs juridiques qui vont progressivement, évidemment, intégrer dans le code pénitentiaire les notes et les circulaires sur lesquels nous travaillons quotidiennement. Mais c'est vrai, mais ça, c'était après, j'ai envie de dire, les rédactrices sont tenues à leur mandat et ne peuvent pas y faire grand-chose. Donc, on gagne évidemment en lisibilité et en clarté sur la matière pénitentiaire elle-même. Et ce code, en réalité, ce que je vous disais, l'avocat, de toute façon, fait avec ce qu'on veut bien nous donner. Et après, c'est évidemment nous, en tant qu'avocats, de mener les recours devant les juridictions qui vont permettre à ce code pénitentiaire d'être peut-être un peu plus qu'un code de l'administration pénitentiaire principalement, et peut-être en faire un code des personnes détenues et surtout du respect des droits des personnes détenues, parce que peut-être avant toute chose, il faut rappeler que la prison, c'est uniquement la privation et la surveillance de la liberté d'aller et venir. On a peut-être, on l'oublie peut-être face à la pratique, mais en principe, les droits des personnes détenues sont quasi identiques. En tout cas, on l'aimerait, avec un certain nombre de contraintes à prendre en compte. Mais c'est ça, à mon sens, quand on aborde ce code pénitentiaire, c'est avec cette idée-là qu'il faut l'aborder. Les moins, évidemment, c'est une codification à droit constant, sans amélioration du droit des personnes détenues, mais parce que c'est là encore le mandat. Toutefois, si on fait un parallèle avec le code de procédure pénale, on voit que l'article préliminaire, là aussi, on pouvait se demander qu'est-ce qu'on allait bien en faire. Et c'est les avocats, par la pratique, qui ont poussé pour que cet article préliminaire devienne un article fondamental, fondateur de droits reconnus par la jurisprudence et progressivement par le pouvoir législatif. En réalité, il va falloir faire la même chose à mon sens, avec le code pénitentiaire, c'est-à-dire se servir de ce livre préliminaire pour aller y piocher. Par exemple, quand on nous parle de la dignité des personnes détenues, c'est très vaste. Ça veut tout dire et rien dire. Évidemment, avec l'administration pénitentiaire, on n'a pas tout à fait la même vision de la dignité des personnes détenues. On le voit devant les juridictions administratives. Pour autant, nous, avocats, c'est à nous d'aller piocher ce terme de dignité qui est placé dans un livre préliminaire. Donc, ça a du sens et d'en faire un principe concret, réel, effectif pour les personnes détenues. Donc ça, c'est un peu la limite de la codification à droit constant. Mais là encore, nous, avocats, on est toujours très positifs et plein d'espoir. Donc, on ira piocher ce qu'on pourra aller piocher. Peut-être un point plus négatif, c'est que cette codification à droit constant a amené la codification d'un certain nombre de règles qui en réalité sont inconventionnelles puisqu'elles violent de manière très frontale la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On va le voir ensuite, j'ai pris 3 exemples pour la suite de contentieux, mais je vise notamment les fouilles. Donc, on en vient à codifier, et ça, c'est la difficulté principale, à codifier en réalité des règles qui sont absolument inconventionnelles. Et comme le droit international primant sur le droit national, on aurait pu profiter de cette codification pour aller nettoyer, j'ai envie de dire, rendre notre législation intégralement conventionnelle pour s'éviter peut-être des contentieux qui viendront, enfin pas peut-être, ce sont des contentieux qui viendront de toute façon, mais ça aurait pu éviter bien des contentieux et évidemment ça aurait pu éviter, parce qu'on parle de contentieux et de normes juridiques, mais qui subit quand sur les fouilles, quand la Cour européenne des droits de l'homme nous dit les fouilles intégrales et générales et systématiques sont interdites et que le code pénitentiaire prévoit ce type de fouilles au-delà du contentieux, qui subit cette législation inconventionnelle, c'est évidemment les personnes détenues qui, pour l'instant, doivent faire avec. Donc, à mon sens, on est plus pour le moment sur un code de l'administration pénitentiaire que sur un code des personnes détenues. À nous, avocats, d'en faire un code respectueux
des droits les plus fondamentaux des personnes détenues. Autre point peut-être négatif, et là moi je trouve que c'est plutôt en tout cas une bonne chose de ne pas avoir intégré tout ce qui est l'aménagement des peines, c'est que ce code pénitentiaire, il vient évidemment déplacer la matière pénitentiaire pour la mettre intégralement sous le joug du juge administratif. Ça veut dire qu'on a progressivement une déjudiciarisation de la matière pénitentiaire où on va avoir un juge administratif qui va être le juge. Alors j'ai envie de dire c'est le juge naturel de l'administration pénitentiaire, mais il y avait quand c'était des dispositions dans le code de procédure pénale, évidemment, ce n'était pas le juge administratif qui était le juge naturel de ces dispositions. Et donc là, je vous prends juste un exemple. Vous avez le code pénitentiaire qui donne quand même des pouvoirs très importants à l'administration pénitentiaire, puisque par exemple, les agents pénitentiaires, ils ont alors un droit de fouille et de contrôle dans l'établissement pour y rentrer. On n'y rentre pas comme on veut. Hein. Certains établissements pénitentiaires ont été jusque demander à des avocates d'enlever leur soutien-gorge. Donc, ils ont quand même un pouvoir assez important, mais également aux abords de l'établissement pénitentiaire. Et ça va plus loin puisque c'est l'article D223-19 du Code pénitentiaire qui permet un droit de rétention et d'usage de la force nécessaire, qui va être le juge vers lequel on va se tourner en cas de difficulté d'usage abusif de cette force nécessaire prévue par cet article. C'est évidemment le juge administratif. Je ne suis pas sûre que le juge administratif, et pourtant je lui trouve plein de qualités, ait les mêmes exigences que le juge judiciaire et notamment le juge pénal. Donc ça va être un travail à faire. Après, c'est un travail, j'ai envie de dire, d'acclimatation aussi du juge administratif, poussé là encore par les avocats, de prendre aussi en charge ces normes qui va devoir travailler et peut-être d'aller à un niveau de contrôle équivalent à celui du juge pénal. Donc c'est un code qui en même temps unifie, rend plus lisible, rend plus claire la matière pénitentiaire. Et il faut quand même garder un œil très critique quand on le lit pour pas tomber justement dans j'appellerais pas ça des pièges, mais en tout cas sur des problématiques pratiques qu'on va rencontrer puisque maintenant on a notre principal interlocuteur, ça va devenir le juge administratif. Et donc c'est pour ça, moi je trouve que en tout cas toutes les questions d'aménagement des peines, c'est bien que ça reste. Déjà, il y a quand même eu toute une partie qui a été transférée progressivement, ça c'est pas le code pénitentiaire, mais progressivement à l'administration pénitentiaire. Donc maintenant, il faut quand même que le juge d'application des peines reste un juge accessible aux personnes détenues et pas un juge très distant de la prison et qu'il ait encore sa place et que l'administration pénitentiaire et le juge administratif ne finissent pas à faire par un huis clos où on aurait l'administration pénitentiaire et le juge administratif sans avoir de juge judiciaire qui mettent également, j'ai envie de dire, son nez dans ce qui peut se passer en prison. Il y a également, et ça on le voit à travers la pratique, puisqu'on se posait la question hier avec d'autres avocats de la 3D, on se demandait ce qui était devenu, et là pour moi c'est des reculs qu'on va peut-être voir progressivement en travaillant sur ce code, où était demandé avant, il y avait un article du code de procédure pénale qui prévoyait par exemple que les effets personnels des personnes évadées de prison pouvaient revenir aux ayants droit. Et donc, c'est Benoît David, qui est aussi très actif sur les questions de prison, qui posait la question, mais où est cet article? Je ne le trouve plus. Qu'en est-il? Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc eu un vide juridique entre l'entrée en vigueur du code pénitentiaire et le décret du 29 décembre 2022. Et donc, on a une nouvelle disposition, c'est, si je ne me trompe pas, la D332-8-2 du code pénitentiaire qui vient faire un recul, puisque maintenant, les ayants droit d'une personne détenue évadée ne peuvent plus récupérer les effets personnels de la personne évadée si elle n'est pas retrouvée dans l'année. En réalité, ça part pour le trésor public. Donc, on voit, et là, c'est
c'est des trous dans la raquette. On voit que c'est une codification à droit constant, mais en réalité, c'est jamais véritablement à droit constant. Ça ouvre des perspectives de contentieux, mais ça ouvre aussi des reculs et des opportunités pour le législateur de revenir sur des dispositions législatives ou réglementaires qui étaient plutôt favorables aux personnes détenues, favorables aux ayants droit de personnes détenues qui pouvaient récupérer les effets personnels d'une personne détenue évadée. Et aujourd'hui, on vient, mais ça j'ai envie de dire, c'est en filigrane sur toute notre législation pénale et pénitentiaire, à progressivement fermer, restreindre les droits avec un aspect assez sécuritaire derrière. Ensuite, sur les recours possibles, donc là, j'ai divisé en deux mon propos. D'abord, un bref rappel sur qu'est-ce qu'on peut faire comme recours, puisqu'on touche à des recours où on n'a pas toujours une pratique quotidienne, par exemple sur les QPC ou sur des demandes d'abrogation de décrets au Premier ministre. Je suis pas certaine qu'on en fasse tous les jours. Et puis ensuite, je vais prendre 3 exemples justement sur les normes qui pourraient être mobilisées dans le cadre de ces recours pour améliorer les droits des personnes détenues. Donc, brièvement, je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel, de procédure constitutionnelle ni de procédure administrative. Sur les dispositions législatives, on va notamment, de toute façon, on a plus fait sur le code pénitentiaire maintenant, ça va être au travers de la QPC qu'on va pouvoir travailler ce texte et le confronter à la norme constitutionnelle. Ensuite, sur les dispositions réglementaires, vous avez 2 types de recours possibles, par voie d'action, par voie d'exception. La voie d'action, c'est on demande l'abrogation du décret au Premier ministre et s'il refuse ou s'il y a silence, on va saisir le Conseil d'État. Et la voie d'exception, c'est évidemment l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire, alors qui a pour seule conséquence la non-application de cette norme jugée illégale au litige. Donc, ça ne vous annule pas la norme, elle existe, mais en tout cas, pour votre litige à vous, pour la personne détenue que vous défendez, elle n'aura pas vocation à s'appliquer. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder quand vous travaillez sur le code pénitentiaire, parce qu'on va le voir ensuite avec les exemples. Vous avez un certain nombre de dispositions qui, de toute façon, soit la Cour européenne des droits de l'homme va changer sa jurisprudence, mais je ne suis pas certaine qu'elle soit dans cette optique pour le moment en tout cas, soit le législateur français, les juridictions françaises vont devoir casser ces dispositions pour les rendre conventionnelles et donc, in fine, légales et constitutionnelles dans notre agencement normatif. Ensuite, 2 recours que j'apprécie parce que ils sont efficaces, qu'on a des audiences très rapidement, c'est évidemment le référé suspension et le référé liberté. Le référé suspension, juste rapidement sur les conditions, vous devez déposer votre requête en annulation au préalable, c'est-à-dire en parallèle, vous déposez les 2 en même temps. Il faut justifier de la condition d'urgence et démontrer les raisons, une ou plusieurs raisons sérieuses de penser que la décision prise par l'administration pénitentiaire est illégale. Et ensuite, le référé liberté, condition d'urgence et violation d'une liberté fondamentale. Le référé liberté, on va pouvoir l'utiliser notamment parce que sur les conditions, toutes les questions de conditions indignes. Après, donc, on a quand même une multitude de recours et la question, moi, que je me pose, c'est pourquoi il y en a si peu en matière pénitentiaire. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, à mon sens, quand on travaille le code pénitentiaire, parce que moi, je pense que ce code peut nous ouvrir de très belles portes pour les personnes détenues, mais la difficulté du contentieux pénitentiaire, c'est que les personnes détenues sont sous la main 100% dépendantes de l'administration pénitentiaire. Et on le voit dans un certain nombre de contentieux. Alors, je suis pas en train de dire que l'administration pénitentiaire, ils sont tous très méchants et que nous, on est tous très gentils et que c'est un combat du bien contre le mal. C'est qu'on l'a vu dans un certain nombre de contentieux. Il y a des mesures de rétention qui sont prises. Il y a des fouilles qui, d'un coup, deviennent plus systématiques quand une personne détenue dépose un référé liberté, quand une personne détenue conteste ses conditions de détention. Et donc, ça rend
Moi, d'un côté, j'ai envie de dire, je comprends le législateur quand il veut pas faire l'effort de mettre en conformité sa législation avec la Cour européenne des droits de l'homme et qui fait du coup primer, j'ai envie de dire, un objectif sécuritaire sur un objectif de légalité. C'est parce que quand vous prenez le nombre de personnes détenues, je crois qu'aujourd'hui on est à plus de 70 000. Je crois qu'on est autour de 72 000. J'ai pas regardé les dernières statistiques, mais bon, on doit être autour de 72 000 personnes. Quand vous voyez le nombre de contentieux, c'est peu, c'est très peu, parce que justement il y a cette difficulté pour les personnes détenues de s'engager dans un contentieux contre une administration, alors même qu'ils sont 100% dépendants de cette administration et que la prison en France est entendue comme un huis clos. Nous, on ne va pas dans les cellules de nos clients, les prisons, elles ne sont pas ouvertes en France, et donc c'est compliqué pour les détenus. D'où l'importance des associations, du CNB également qui se joint et qui engage des recours en matière pénitentiaire, des ordres également, d'autant plus que maintenant il y a le droit de visite du bâtonnier. Et ça, par exemple, nous, on sollicite les bâtonniers pour aller, pour exercer leur droit de visite quand on a des remontées assez importantes de personnes détenues qui nous disent il se passe ça dans cette prison, etc. Là, nous, à 3D et OIP, on vient d'écrire aux bâtonniers de Mayotte pour justement savoir quand est-ce que s'il avait exercé ce droit-là, puisque on s'est rendu compte qu'à Mayotte, il y avait un taux de suroccupation carcérale très important. Donc, vous avez, vous, des moyens et pour aussi enlever ce caractère individuel du contentieux, vous avez des moyens collectifs d'agir si vous avez des clients réticents et cette réticence, elle se comprend. Et c'est notre devoir en tant qu'avocat de les conseiller au mieux et donc de leur dire les plus et les moins d'une action. Et moi, dans les moins, à chaque fois, je dis attention, possiblement l'administration va pas être très contente, donc vous pouvez avoir des mesures prises à votre encontre qui paraissent tout à fait légales comme ça, mais qui en réalité sont des mesures où ça monte crescendo par rapport au contentieux qui est mené. Donc trois exemples de normes mobilisables sur le code pénitentiaire et de contentieux qui pourraient être menés. Tout d'abord, le régime de l'isolement français. Il y a une règle internationale, ça s'appelle les Nelson Mandela Rules, qui font que, par principe, l'isolement d'une personne détenue, c'est interdit. Dans des cas exceptionnels, c'est possible, mais ces règles internationales, elles limitent l'isolement à 15 jours. Si vous prenez le code pénitentiaire et qui reprend les normes précédentes, il n'invente rien là-dessus, un placement en quartier disciplinaire, ça peut aller jusqu'à 30 jours. Et là, on parle de placement en quartier disciplinaire. Vous avez ensuite le régime de l'isolement administratif, parce que du coup, le législateur français a été assez intelligent pour se dire, pour détourner ces règles-là, je vais multiplier les régimes d'isolement, comme ça, je vais bien finir par m'en sortir et donner les outils à l'administration pénitentiaire de pouvoir gérer les personnes détenues un petit peu comme elles le souhaitent. Donc, en France, c'est 30 jours pour un quartier disciplinaire au maximum, et l'isolement administratif, il connaît pas vraiment de limite de délai. Moi, j'ai un client, il est en isolement administratif depuis plus de 8 mois. Ça fait 8 mois qu'il est tout seul dans sa cellule et qu'il est tout seul dans sa cour de promenade. Donc là, vous avez l'État français qui est en violation d'une règle internationale. Après, la difficulté, c'est ce que je vous dis, c'est que on peut pas, les associations peuvent pas tout faire. Par exemple, devant la CEDH, les associations, elles ne peuvent pas intervenir. C'est pour ça que je vous prends l'exemple de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, JMB contre France, sur la maison d'arrêt de Fresnes. Alors, ça a été porté par l'OIP, l'Observatoire international des prisons, mais c'était des requêtes individuelles. Mais le fait que, et je vous dis, c'était quand même la maison d'arrêt de Fresnes, le constat d'indignité, il était pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a qu'une trentaine de détenus qui ont osé faire ce recours-là. Donc, il y a quand même une chape de plomb, et ça, je pense que cette chape de plomb, on s'en sortira par le haut, justement en ouvrant le dialogue avec l'administration pénitentiaire pour qu'ils ne nous voient pas toujours comme des ennemis, et que nous aussi, en tant qu'avocats, on ne voit pas toujours l'administration pénitentiaire comme un ennemi, qu'on peut aussi discuter, qu'on n'est pas obligé d'aller tout de suite au contentieux, mais qu'on peut ouvrir un dialogue sur la situation de nos clients qui sont détenus pour éviter justement ce point de friction de contentieux. C'est pas toujours facile.
et puis ça dépend des personnalités également. Mais en tout cas, je sais par exemple que Laurent Ridel, c'est quelqu'un voilà, qui est très ouvert au dialogue, très ouvert à la discussion avec les avocats et qui essaye justement de créer ce dialogue et d'arrêter cette confrontation systématique. Confrontation, il y en aura toujours parce que nos intérêts sont divergents, parce qu'on ne fait pas le même travail, mais dans certains cas, peut-être que juste avec la parole, on peut dénouer des situations. Donc déjà, vous avez donc un code pénitentiaire qui a 1 an, mais qui en réalité est illégal sur le régime de l'isolement français. Le régime des fouilles, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la prohibition des traitements inhumains et dégradants qui font dire à la Cour européenne des droits de l'homme que les fouilles systématiques, aléatoires ou généralisées sont interdites. Il n'y a pas d'exception possible. C'est interdit, sauf que en France, vous avez l'article L225-1 du Code pénitentiaire, fouille systématique, et L225-2 du Code pénitentiaire, fouille généralisée, qui les prévoit et qui sont donc absolument contraires à l'article 3 de la CESDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez un arrêt de 2020, numéro 6780/18, c'est Roth contre Allemagne, où la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que ces fouilles-là sont interdites, et je trouve ça dommage dans le cadre d'une codification, certes à droit constant, mais qui en réalité, droit constant, à mon sens, ça ne veut pas non plus dire qu'on colle toujours à ce qui est fait. D'ailleurs, Marion, tu l'as rappelé tout à l'heure sur l'intimité des personnes détenues. Voilà, il y a des points où on a amélioré parce qu'on a pris en compte la jurisprudence du Conseil d'État. Et c'est dommage que sur des points quand même centraux qui concernent l'intimité la plus absolue des personnes détenues, on n'ait pas fait ce travail-là. Donc, c'est encore une impression qu'on a voulu donner un petit peu en disant, ben, regardez, là, on a accepté, mais quand même sur des points très importants sur les fouilles, là, on l'a pas fait. Alors, pour rappeler, et encore, vous voyez, sur l'intimité des personnes détenues, ça veut tout dire et rien dire. Vous prenez l'intimité des personnes détenues dans les prisons, les maisons d'arrêt d'Île-de-France, les toilettes, c'est pas des portes closes, hein. Déjà, quand il y a des portes, on est déjà content, mais c'est toujours des portes battantes. Et là, que vous diront quand vous allez aller au tribunal administratif en référé liberté, exiger des portes fermées, on va vous dire, ben non, objectif de sécurité. Moi, si j'ai des portes fermées, je peux pas vérifier à l'œil tourne. Donc, si ça se trouve, la personne détenue, elle est en train de se suicider dans les toilettes. Donc là encore, on va prendre le code pénitentiaire, on intègre la question de l'intimité des personnes détenues, mais il y aura toujours cette question de la sécurité des personnes détenues, la sécurité des personnels pénitentiaires, évidemment. Hein. Je suis pas en train de dire c'est pas toujours détendre les personnes détenues, mais il y aura toujours cet objectif premier de sécurité qui limitera systématiquement les droits des personnes détenues et qui viendra limiter au point que le législateur français se permet dans un code nouveau d'intégrer des normes qui sont inconventionnelles. Là encore, sur les conditions de détention, l'indignité des conditions de détention. Gros problème en France, notamment dans les maisons d'arrêt, vous avez une suroccupation carcérale maximum. On a, je crois, jamais eu autant de personnes détenues. Vous prenez le titre préliminaire, article L6, qui vient consacrer le droit à la dignité des détenus. Sauf que là encore, on ne va pas prévoir de dispositif pour limiter la suroccupation carcérale. C'était peut-être le moment de discuter de quand en fait un établissement est rempli à 100%, peut-on encore le remplir? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que le juge judiciaire a le droit de remplir encore les prisons quand on est à 100% d'occupation? Quel mécanisme on peut mettre en place? Alors, il y a des discussions qui sont en cours, hein, qui aboutiront ou n'aboutiront pas sur un mécanisme de régulation carcérale. Mais là encore,
à mon sens, l'État français est en violation des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On codifie, mais on n'améliore pas vraiment. On ne prend pas acte, en fait, de toutes les décisions qui sont tombées sur la dignité, sur la question de la dignité des conditions de détention. Il y a pléthore de décisions des juridictions administratives. Il y en a de la Cour européenne des droits de l'homme. On aurait pu en faire quelque chose. Vous avez cet arrêt JMB que j'ai cité, qui est un arrêt mais fondateur, où la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une cour de justice, s'est permise de dire aux législateurs français, vous avez un problème de suroccupation carcérale chronique et il va falloir régler ce problème. On est en 2023, l'arrêt date du 30 mai 2020. On n'a toujours pas réglé ce problème et on n'a pas pris l'opportunité d'un code pénitentiaire pour venir régler ces difficultés. Donc voilà moi ce que j'avais à vous dire. À mon sens, après je vais laisser de la place aux questions. On a toutes les cartes en main et Dieu sait que la matière pénitentiaire c'est une matière qui peut être un peu déprimante parfois parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est difficile de faire bouger les choses. Mais si j'ai un message à vous passer, c'est vous n'êtes pas tout seul dans votre exercice professionnel. Il y a des associations comme l'OIP ou la 3D qui sont là pour venir en soutien. Nous, parfois, il y a des avocats qui nous contactent, qui nous disent voilà, je mène ce contentieux-là. Est-ce que est-ce que vous pouvez intervenir volontairement pour venir au soutien de mon client et ça nous arrive de le faire. Ou alors, on rassemble les témoignages de détenus et là, on se dit il y a quelque chose à faire dans cette prison parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, ça va être tout un travail sur le code pénitentiaire pour en faire un code, j'ai envie de dire, légal et conventionnel, ce qui n'est pas pour le moment. Je prends la main pour passer la parole à Marion Wagner, parce que j'imagine que vous allez vouloir répondre aux interrogations qui ont été portées par Juliette Chapelle et qui sont tout à fait pertinentes par rapport au texte conventionnel. Cela étant, vous aviez une feuille de route. J'ai cru comprendre que vous aviez une feuille de route. Et la difficulté de votre feuille de route était de ne pas trop en sortir. Et toute ma question un peu qui résume celle de Juliette Chapelle, c'est de dire, avez-vous eu l'occasion d'attirer l'attention au moment de la rédaction de cette codification sur la difficulté de maintenir des dispositions anciennes qui pouvaient être en incohérence ou en contradiction avec les normes internationales notamment. À vous. Oui, merci pour votre question et merci beaucoup, Maître Chapelle, pour tes interventions. Je m'en doutais. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai un devoir de réserve, donc je ne peux pas vous dévoiler tout ce qui s'est dit sur les fouilles, mais je vais répondre un peu de façon hypocrite. Vous vous doutez bien, je suis enseignant-chercheur. La hiérarchie des normes coule dans mes veines. Voilà. Les fouilles m'ont empêché de dormir, à titre personnel. Voilà. Mais on en a discuté en équipe, dans l'équipe. Oui, bien sûr. Mais le choix a été fait de garder les textes tels qu'ils sont. On en a beaucoup discuté en interne. Ça a hésité en interne sur ce qu'on faisait de ce L225.1. Donc voilà, et c'est bien, merci, tu le disais, Juliette, on n'est pas tous des gros méchants. Pour preuve, j'ai été embauchée dans cette administration, pas pour faire ce code, mais aussi pour être chargée de recherche. Donc le dialogue, il est possible. Et justement, des services comme celui auquel j'appartiens favorisent ce dialogue. Tu disais que les portes sont fermées. Non, on essaye justement, via les chercheurs aussi, d'ouvrir des portes et de dialoguer. Alors, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, on y travaille. Et pour revenir au sujet, attention, il n'est pas figé le code. Le code, il était à droit constant au 5 avril 2021. Il n'est plus à droit constant. Après,
Maintenant, il peut encore changer. Alors oui, je suis d'accord avec toi. La difficulté, oui, là, il faudrait un support législatif. Mais rien n'est figé. Attention, s'agissant des effets des évadés, pareil, c'est pas du fait de la codification. C'est après, c'est depuis. Et ça a été modifié. Et là, on n'est plus à droit constant. Alors après, moi, je n'ai pas mon avis personnel sur ce que je pense du contenu du texte. Ce texte, il était en discussion, en fait, pendant le projet. Et donc, il n'a pas été repris dans le projet parce qu'il n'était pas prêt. C'est très concret, hein, ça, c'est des discussions au sein des services, etc. Mais attention, ce code, il ne faudrait pas le mystifier à outrance. C'est-à-dire, il est un outil, et on l'a dit au début, et il prétend à rien d'autre qu'être un outil de clarté et d'accessibilité, en tout cas tel qu'on l'a pensé, nous, rédactrices. Maintenant, à la pratique et à toute la pratique de s'en saisir, à tous les acteurs de la pratique de s'en saisir, et s'il mérite d'évoluer dans un sens ou dans un autre, de porter des projets et de faire en sorte qu'il évolue. Aujourd'hui, il n'est plus un droit constant, il peut évoluer. Et j'aimerais juste nuancer un petit peu, parce que c'est des discussions qu'on a eues aussi, et moi c'est un souci que j'ai eu aussi, et ça c'est des réflexes aussi ministériels, et entre ministères et entre fonctions et entre métiers, d'essayer de catégoriser le pénitentiaire en administratif. Non, le code pénitentiaire, il n'est pas le code de l'administration, encore une fois. Il n'est pas pensé comme ça. Dans les recours, on a mentionné et des recours judiciaires et des recours administratifs. Les deux existent. Ce n'est pas parce que les textes sont dans le code pénitentiaire qu'ils basculent l'administratif. Et il ne faudrait pas que les praticiens fassent cette erreur, que ce soit les magistrats ou que ce soit les avocats. C'est de la matière pénitentiaire, c'est de l'intervention de l'administration pénitentiaire, c'est des personnes confiées à l'administration pénitentiaire. Cela n'en fait pas pour autant de la matière purement administrative. La matière pénitentiaire, c'est une matière en soi, mais on est au début. Et c'est une matière qui mêle et du judiciaire. C'est ça qui est compliqué, je suis d'accord, mais qui mêle et du judiciaire et de l'administratif. Et nous, on en a beaucoup discuté en interne, et c'est une frontière qu'on a refusée, par exemple, comme partage de compétences, de dire ce qui est administratif, c'est dans le pénitentiaire, et ce qui n'est pas administratif restera dans le code de procédure pénale. Ça n'a pas été notre partage. C'est vraiment important d'être vigilant là-dessus et de prendre les contenus et de ne pas hésiter à poser des questions au bon juge, peu importe qu'il soit administratif ou judiciaire, si une question doit être posée. Vraiment, c'est important parce que là, c'est vraiment en tant que chercheur là, que je m'exprime, le contenu des textes n'est pas que purement administratif. Saisissez-vous du titre préliminaire. Vraiment. Il n'y a pas que le L6. Il n'y a pas que le L6 dans le préliminaire, il y a le L1 qui a eu des petites retouches. Et dans les retouches textuelles, on a fait ce qu'on a pu. Encore une fois, il y avait l'office. Mais dès que un texte pouvait être interprété de façon erronée, on l'a modifié. Je ne l'ai pas signifié tout à l'heure, mais par exemple, c'est à propos des objets de culte, je crois, un D qui est devenu du R, parlait d'objets qui sont autorisés. C'était une formule maladroite qui voulait dire que les détenus ont le droit d'avoir ces objets. Ça ne renvoyait pas à une autorisation qui serait donnée par le chef d'établissement. Eh bien, on a corrigé ça. On a mis de façon positive, on n'a plus mis la voie passive, et on a mis les personnes détenues peuvent détenir, même on a mis détiennent, parce qu'on a évité le peuvent autant qu'on pouvait, et on a mis du présent de l'indicatif quand c'était un droit. C'est important. C'est pas anodin. Donc ça, vous le verrez à l'usage. Et ça, c'est des petits correctifs. Et on les a apportés. Et avec l'accord de la Commission supérieure de codification et du Conseil d'État, dans un souci de clarté, pour ne pas permettre une interprétation, quand ce n'était pas interprétable. Et le fameux autorisé, il a déjà porté ses fruits, hein, puisque en interne, des notes se sont retrouvées contraires à cet article-là, et prévoyait un système d'autorisation, et ne prévoit plus de système d'autorisation. Parce que c'était une erreur d'interprétation du texte. On en a discuté aussi, on a fait des recherches sur les textes en question et la source du texte. Voilà, c'est une petite expression. Alors oui, c'est petit, et les fouilles, bon, voilà, le sujet n'est pas clos, à vous de vous en saisir et d'en reparler. Et pareil, sur l'occupation, encore une fois, le code pénitentiaire, s'il doit évoluer, eh bien qu'il évolue.
Il n'est plus à droit constant, là. Hein. Après, peut-être deux éléments de réponse. C'est que moi, je trouve ça, mais encore une fois, c'est pas une critique personnelle, Marion, tu sais bien. Je trouve ça dommage que le législateur ne soit pas saisi de cette codification pour enlever les dispositions et rectifier les dispositions qui sont inconventionnelles. Parce que quand on dit aux avocats de s'en saisir, il y a quand même deux réalités pratiques de notre quotidien. C'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nos clients. Si tous nos clients exerçaient leurs droits, les personnes détenues, l'administration pénitentiaire et les tribunaux administratifs seraient submergés. Si toutes les personnes détenues osaient juste mettre en application, demander l'application la plus stricte de leurs droits, les tribunaux administratifs ne pourraient pas suivre et les tribunaux judiciaires non plus. Donc, il y a un moment, il y a une réalité pratique qui est les personnes détenues, elles exercent pas leurs droits parce qu'elles ont peur. Elles ont peur parce que la prison, c'est un huis clos. C'est une réalité. Qu'il y a de très bons directeurs et de très bonnes directrices de prison qui essayent de faire leur travail du mieux possible avec les moyens qu'ils ont, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois, ils ont tellement peu de moyens par rapport à la mission qui est la leur, qu'ils peuvent pas faire autrement que de violer les droits des personnes détenues. Donc là encore, moi, je suis pas en train de dire c'est des gros méchants. Juste, il y a une réalité pratique qui est celle-là. Donc déjà, il faut que, même en cas de constat de violation, et nous, quand on dit, là, vous avez droit à ça, 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 notre client, il réfléchit à 2 fois avant d'aller demander son dû à l'administration pénitentiaire, parce qu'il sait très bien, ils sont conscients de ce qui peut se passer derrière. Et il y a une autre réalité, qui est une réalité financière des avocats, qui est qu'il n'y a pas d'aide juridictionnelle pour en tout cas la première partie, par exemple, une demande d'indemnisation préalable, etc. Il n'y a pas d'aide juridictionnelle. Pour certains recours type 803.8, je crois que c'est en discussion, je ne sais pas si c'est passé, mais au départ, c'est quand même un recours qu'on nous vend comme ça nous met en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme. Le législateur n'a même pas prévu d'aide juridictionnelle. Et en plus, quand on intervient à l'aide juridictionnelle, on ne va pas se mentir, c'est quand même pas cher payé. Hein. C'est pas ça qui nous permet de payer nos charges, URSSAF, etc. Donc, il y a une réalité financière qui est que l'avocat aussi, entre guillemets, délaisse les personnes détenues dans un certain nombre de cas, parce que juste financièrement, ils ne peuvent pas suivre non plus. Donc moi, je trouve ça, c'est bien de se dire, et moi, j'en suis très satisfaite, parce que ça me donne plein d'idées de contentieux et j'adore faire ça dans le cadre de l'OIP et de la 3D. Mais encore une fois, c'est des associations qui bénévolement, c'est des avocats qui interviennent bénévolement, vont passer des heures et des heures et des heures entières à mener des contentieux pour mettre en conformité un code pénitentiaire qui aurait pu l'être tout simplement si le législateur respectait sa hiérarchie des normes. Donc, je trouve ça juste dommage. C'est une occasion loupée. Alors, je reprends un peu la main parce que je regarde dans le chat, on n'a pas beaucoup de questions et de réactions, ce qui laisse à penser que ce qui vient d'être dit rejoint les préoccupations de nos internautes auditeurs. On a déjà abordé un peu la deuxième partie de notre webinaire sur le livre 3 avec les différents droits reconnus à la personne détenue. On a évoqué l'exercice du culte, on aurait pu évoquer également l'exercice du droit de vote et les raisons qui amènent un nombre très insuffisant de détenus à participer à l'œuvre civique. C'est effectivement assez dommage et pourtant ils ont parfaitement le droit d'une expression politique. La question du maintien des liens avec l'extérieur, la question également, et elle me trouve tout particulièrement de l'accès au droit et à la possibilité de s'entretenir avec un avocat dans des conditions confidentielles. Je voudrais, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il est 12h49, à la montre Seiko Quartz, comme dit l'autre. Je ne fais pas de publicité, évidemment, mais je voudrais que les uns et les autres, vous puissiez rapidement me donner votre regard sur ce livre 3 et l'échange d'exemples de droits qui ne seraient pas intégrés au code pénitentiaire, on l'a déjà un petit peu évoqué,
et qui existerait pourtant comme le droit de la propriété ou peut-être des questions de la santé. Je vous laisse l'un et l'autre peut-être 5-10 minutes, 5 minutes pour nous en dire beaucoup. Pardon, je suis désolé, mais on est tenu par le temps. Marion, si vous voulez bien commencer. Oui, merci. Oui, alors là, on pourrait en évoquer plusieurs, hein, des droits très, très rapidement. Encore une fois, il y a ce qu'on aurait voulu faire en tant que rédactrice à titre individuel avec notre vécu, mais c'était pas le lieu. Et il y a la mission. Et la mission, c'était le droit constant. Et surtout aussi, c'était une mission scientifique. Et donc, faire état du droit constant, c'est faire état de ce qu'il est, pas de ce qu'il devrait être. C'était trop ambitieux. On a bien vite vu que c'était pas possible, ça. Et que c'était pas la mission. Donc, faire état de ce qu'il est, je vais prendre l'exemple de la santé. Il y en a plusieurs, hein, mais je prends l'exemple de la santé parce que je trouve qu'il est révélateur. Et parce que la question s'est posée en toute honnêteté. Le titre 2, on aurait bien voulu l'appeler droit à la santé. Il ne s'appelle pas droit à la santé, et c'est fait exprès. Ce n'est pas parce qu'on nie ce droit, attention. C'est parce qu'on a eu cette rigueur scientifique de faire état des textes, et uniquement des textes tels qu'ils sont, tels qu'on les a récupérés, tels qu'on a dû les agencer. Et c'est pour ça que ça s'appelle hygiène, santé et protection sociale. C'est parce qu'on ne peut pas afficher un droit à la santé si, en toute rigueur juridique, ce droit à la santé n'est pas reconnu comme tel aux personnes détenues. Dans les textes, le droit à la santé, alors je vous passe les textes internationaux, mais si on prend les textes que nous avions le droit de reprendre, droits internationaux, on y a renvoyé, je rappelle, dans le titre préliminaire, c'est important, on y renvoie dans l'article L2, hein, au respect des droits fondamentaux et à tous les textes internationaux, et on a mentionné expressément la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en exemple donné. Mais si je reviens à pourquoi je vous dis ça, parce que si on prend la loi pénitentiaire de 2009, que l'on a repris, qu'on a codifié dans le code pénitentiaire, cette loi pénitentiaire, elle n'échafaude pas, comme on le lit parfois de façon absolument trop hâtive, elle n'échafaude pas un égal accès aux soins. Elle n'échafaude pas, après ce que j'en pense à titre personnel, je ne vous le dirai pas, mais en tout cas, en tant que tel, le droit tel qu'il est rédigé n'articule pas un droit à la santé avec un égal accès aux soins qui serait reconnu aux personnes détenues comme à l'extérieur. C'est très fin, c'est très subtil et ça n'a pas été rédigé ni en 1994 ni en 2009 comme tel. On ne mentionne pas la qualité, la permanence et la continuité des soins, déjà. On ne mentionne que la qualité et la continuité. La permanence n'est pas mentionnée dans la loi pénitentiaire en tout cas. Et la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues, non pas dans des conditions égales à celles dispensées à l'ensemble de la population, mais dans des conditions équivalentes. Et donc, face à ce texte-là, on pose la question, est-ce qu'on peut écrire récemment un droit à la santé? Non, on ne peut pas. On peut écrire qu'il y a des règles relatives à la garantie de la continuité et de la qualité des soins de façon équivalente à l'extérieur au sein de la détention, mais on ne peut pas décemment écrire que c'est un droit à la santé. Cela aurait créé, on y a pensé, hein, mais cela aurait créé un faux effet d'annonce qui aurait été, à notre sens, en tout cas en toute rigueur, délétère. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué. Et quand je dis, tout à l'heure, je reprends, quand je dis que le droit n'est pas figé, que le code n'est pas figé, je ne veux pas dire par là que tout repose uniquement sur les avocats. Vous n'êtes pas les seuls acteurs du monde judiciaire. Je ne veux pas citer ceux auxquels je pense, mais ce sont eux qui remplissent les prisons. Bon, voilà. Donc, et ce ne sont pas les seuls non plus. Il y a aussi, là au-delà de cette attaque vilaine contre les magistrats, il y a aussi, pour être beaucoup plus positive, quand je parlais de faire évoluer la norme,
il y a les praticiens, pratico-pratiques, magistrats, avocats, on pense qu'à eux, mais il y a tout un monde qui gravite autour de la pénitentiaire et autour du judiciaire. Et ce monde-là, il faut peut-être aussi l'écouter, et c'est à ça que sert le service auquel j'appartiens, encore une fois. C'est l'ouverture du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire au monde de la recherche. Et vous le disiez, Laurent Ridel est friand de propositions de la part des chercheurs via des recherches et des études qui sont menées. Il y en a beaucoup, notamment sur le domaine de la santé et la qualité des soins en détention. Il y en a aussi sur l'enseignement. Il y en a sur différents domaines. Et pourquoi pas des propositions dans des rapports qui seraient portés ensuite. Il n'y a pas que le conflit. Bien sûr qu'il y a le contentieux et que c'est normal, c'est votre métier, mais vous pouvez avoir des relais aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça qui fait évoluer, qui peut faire potentiellement évoluer le code pénitentiaire, dans le respect total et complet souhaité de la hiérarchie des normes. Et s'agissant du droit à la santé, eh bien, attention, parce qu'ici, en revanche, c'est plus délicat, parce que les textes internationaux ne prévoient pas non plus que les détenus ne prévoient jamais expressément que les personnes détenues ont un égal accès aux soins. Il est mentionné la qualité des soins, mais pas l'égal accès aux soins. Donc, c'est très délicat de ce côté-là, et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de droit à la santé. Je pourrais donner la même justification pour les liens avec l'extérieur. On n'a pas appelé ça le droit au maintien des liens familiaux, déjà parce qu'on est au-delà des liens familiaux, et c'est plus les liens avec l'extérieur, parce que c'est aussi avec les proches, c'est pas uniquement la famille au sens strict. Et de la même façon, ici, dans les textes, il n'y a pas de droit en tant que tel au maintien des liens familiaux. À ceci, j'apporte un bémol, et c'est toujours la même chose. Attention, ceci étant, pour terminer, c'est un argument essentiel. Oui, on ne retrouve pas systématiquement dans le livre 3 du Code pénitentiaire, clairement consacré droit à. Mais, je vous rappelle l'existence de l'article L2 qui chapeaute le tout et qui énonce expressément que l'administration pénitentiaire doit garantir le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes confiées d'ailleurs, que pas que des personnes détenues. Il est important, il a son importance. Voilà. Merci beaucoup Marion Wagner de cette intervention. Juliette Chapelle, sur le sujet, vous pouvez compléter? Juste peut-être, par exemple, un regret. D'abord, je commence par un regret et ensuite un point positif. Le regret, c'est que la commission Cotte, si je ne me trompe pas, mettait dans le livre 1 les droits des personnes détenues, que là, le code pénitentiaire le met en livre 3 avec droits et obligations des personnes détenues. Donc, on voit toujours cette ambivalence entre droits et obligations. Mais le point positif, en effet, je pense que ça nous ouvre un certain nombre de portes sur comment pratiquement les personnes détenues peuvent jouir de ces droits-là qui sont reconnus dans le code pénitentiaire. Et de toute façon, le livre 3, il est à lire avec le livre préliminaire parce que c'est comme ça, c'est avec ces renvois-là qu'on va réussir à mener des stratégies contentieuses et qu'on va réussir, ou pas contentieuses, on pourrait parler de médiation, peut-être qu'un jour ça arrivera avec l'administration pénitentiaire, mais en tout cas de discussion sur voilà ce que le législateur a prévu et le livre 3 qu'on voudrait peut-être, dans certains cas, on voudrait lui enlever de la substance. Il faudra évidemment se rapporter au livre 1 pour lui donner, à mon sens, toute sa splendeur et permettre aux personnes détenues de jouir entièrement de leurs droits qui leur sont reconnus. Mais, allez, je termine quand même par un bémol parce que je suis avocate. Tout ça, tous ces droits sont évidemment très illusoires tant qu'on aura des taux de suroccupation carcérale à plus de 100%. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Marion Wagner de cet échange qui en appelle nécessairement d'autres. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce webinaire qui était en direct puisse être vu et revu en replay par un maximum de nos confrères, par un maximum de membres de l'administration pénitentiaire et aussi peut-être de parlementaires, parce qu'ils ont un droit de visite des privations de liberté, et quand on interroge un certain nombre de parlementaires sur le nombre de fois qu'ils ont poussé la porte
d'un établissement pénitentiaire, ça se compte souvent sur les doigts d'une main, de deux mains, voire d'une troisième main si on en a une troisième. Quoi qu'il en soit, les bâtonniers seront là. Ils vont exercer, et ils exercent déjà leur droit de visite et font. Ce qui me satisfait, c'est que l'esprit dans lequel vous avez rappelé, Marion Wagner, ce cellule directeur de l'administration pénitentiaire, Laurent Ridel, fait des cellules. Moi, à mon petit niveau, en Normandie, particulièrement, on a une directrice de la maison d'arrêt qui est très, très, très ouverte sur bien de sujets d'accès au droit et de liberté fondamentale. Et c'est très positif parce que c'est comme ça que nous allons aussi modifier les textes parce qu'on a bien compris la difficulté de la vôtre et que nous continuerons, nous les avocats, à mener à bien des recours pour que le Conseil d'État ou le juge judiciaire, lorsqu'il peut être saisi, puisse faire modifier les textes afin d'améliorer les conditions de détention des personnes détenues. Une fois encore, merci beaucoup de cette participation. Évidemment, j'imagine que si les internautes avaient des questions, vous accepteriez en post-sententiel, j'allais dire, en tout cas en post-webinaire, de faire des réponses. En tout cas, nous y répondrons au conseil. Je vous souhaite une belle continuation l'une ou l'autre dans vos fonctions et je vous dis peut-être à l'année prochaine parce que Juliette, vous serez peut-être encore présidente de la 3D et puis j'imagine que vous allez augmenter dans la direction de l'administration pénitentiaire pour peut-être devenir, je ne sais pas, un jour des sceaux, que sais-je. Allons savoir. Merci beaucoup de ces échanges et je vous dis à très bientôt.